Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Aujourd'hui, on a un invité, Francis Denis de Libre Média, un excellent article de son côté sur le sujet de Jordan Peterson et sa licence de psychologue. Plusieurs développements de ce côté-là. Vous pouvez consulter l'article évidemment sur Libre Média. Donc, on l'a avec nous aujourd'hui pour une entrevue. Merci Francis d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous. Yes, je t'ai présenté tantôt avant que tu arrives, je te présentais aux membres derrière le paywall, puis je disais bon, que tu étais le spécialiste de tout ce qui est audio, vidéo à Libre Média. Tu étais aussi écrivain. Est-ce que tu as d'autres cordes à ton arc dont tu aimerais parler avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Non, ça va. Ben, j'ai fait beaucoup de télévision dans ma vie. J'ai eu un podcast moi aussi. Là, je suis plus dans la réalisation vidéo corporative, mais également je fais des reportages pour différents sites internet ou télévision un peu partout dans le monde, là. Donc, ouais, c'est ça. Là, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Puis, je suis écrivain, comme tu l'as dit, mais c'est plus essayiste, là. Juste pour Mhm. plugger mon truc un peu, j'ai écrit un livre qui est publié aux éditions Libère. Donc, tu parlais de ton essai, Francis, c'est lui que j'ai ici à l'écran. Je vais le mettre peut-être en plus gros pour que les gens puissent mieux le voir. Donc, c'est cet essai-là ici, Une révolution pour rien. Donc, ça parle de la place de la religion, ou plutôt du religieux dans le Québec moderne. On pourra peut-être en parler dans un autre podcast, quoique la dimension de la religion est un peu présente ici dans cette affaire-là, parce que Jordan Peterson, on le sait, c'est quelqu'un qui brasse beaucoup la cage, et puis il y a une réaction presque religieuse, en fait, à son existence, à ses propos. Il y a des gens qui sont en croisade contre lui. Donc, peut-être, d'abord, ton intérêt pour ce sujet-là, c'est venu comment? Est-ce que Peterson, c'est quelqu'un que tu suis depuis longtemps, puis dont tu apprécies les travaux, ou c'était un peu par curiosité comme ça que tu t'es mis à Oui, écrire sur lui? oui, ben oui, en effet, ça fait à peu près depuis le début de 2016, je pense, là, vraiment quand il est devenu populaire, que j'ai commencé à le suivre. Puis depuis ce temps-là, ben, je pourrais dire que j'ai lu tous les livres qu'il a publiés depuis cette époque-là. Puis j'ai presque regardé tous les podcasts qu'il fait tout le temps. Donc, on pourrait dire que j'étais un fan derrière mes écouteurs, là, écouter souvent parce que je pense qu'il apportait dans le milieu médiatique. Bon, vous le savez, vous en faites partie. Il y a comme une révolution en ce moment. Il y a les anciens médias, puis les nouveaux médias, puis il y a plein de personnalités fortes qui émergent comme ça un peu grâce à ces nouvelles technologies. Puis Peterson fait partie de cette première vague, on pourrait dire, là, de stars internationales qui ont explosé. Mais c'est des, on pourrait dire des grandes personnalités qui sont sorties un peu de nulle part, mais tout en portant, on pourrait dire, un peu la compétence ou la professionnalisation. C'est un peu spécial ce qui est en train de se passer, mais justement parce que on parle justement des nouveaux, des grands médias qui étaient plus généralistes, avec un animateur qui est d'une certaine façon un peu incompétent en tout, mais qui est capable de présenter tout le monde. Et là, on arrive avec des gens, et donc on avait des 3 minutes, des 5 minutes de petites entrevues avec des psychologues lorsqu'on parlait d'un sujet d'actualité de psychologie ou on parlait d'économie, machin. Là, on arrive avec des médias où est-ce qu'on peut parler 3 heures de temps de sujets en profondeur, et les gens ont embarqué. Je pense qu'un des premiers qui a commencé avec ça, c'est Joe Rogan. Il commence avec des conversations de 3 heures. Si on avait demandé à n'importe qui dans on pourrait dire dans des agences de marketing. Non, non, oubliez ça, les gens ont pas de capacité de concentration, sont pas Ouais. capables, même machin et tout ça. Non, au contraire, on dirait qu'il y a une soif pour des longues conversations. Donc, ce qui est arrivé dans ce nouveau contexte-là, c'est qu'il y a des personnalités qui ont émergé comme ça, et Jordan Peterson fait partie de ceux-là parce que bon, il avait 30 ans et plus d'enseignement, donc il était capable de s'exprimer, puis d'avoir des discours et de parler très longtemps. Puis en même temps, ben, il était une sommité déjà en psychologie avec je sais pas combien d'articles publiés. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui est sur ce point-là du professionnalisme, il y avait absolument aucune
envie à avoir avec personne. Donc, il a comme émergé, surtout en 2016, parce que il s'est prononcé contre un débat qu'il y avait à l'époque sur le projet de loi C-16, qui était un projet de loi fédéral qui voulait, qui était en débat à l'époque, mais qui aujourd'hui est force de loi, qui oblige tous les Canadiens à utiliser les pronoms que le pronom, on parle de la théorie du genre, là, pas juste pour situer. Donc, on est obligé d'utiliser les pronoms que la personne veut qu'on utilise pour elle. Donc, si elle veut s'appeler pour un pronom féminin, il faut utiliser le pronom féminin. Si c'est un pronom masculin. Et puis là, aujourd'hui, on voit que la liste s'allonge. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités à ce niveau-là. Et pour lui, Jordan Peterson, c'était une manière de faire ce qu'il appelait une compel speech. Donc, c'est d'obligation gouvernementale à utiliser certains mots. Et donc, pour lui, ça a sonné une sonnette d'alarme, c'est-à-dire que c'était pas nécessairement le problème lui-même. On peut penser que c'est une simple forme de politesse quand on est en relation interpersonnelle, qu'elle soit de longue durée ou de très courte durée, je sais pas, au dépanneur. C'est une simple de politesse d'utiliser un pronom qui heurte pas la personne. C'est de la politesse. Mais là, on prend une formule de politesse qui vient de la bonne éducation d'une personne et on en fait un principe législatif coercitif qui oblige l'individu à se soumettre à cela. Et donc, ce n'est plus sur la forme, c'est-à-dire sur cette obligation-là, que sur le principe lui-même que Peterson s'est prononcé fortement. Ouais. Et donc, vu que ça avait lieu dans ce contexte-là, dans le contexte de la théorie du genre, ben là, on sait que tout le monde, puisqu'il est contre la forme que prend le respect du pronom de la personne, il va être contre le fond. Et donc là, ils se sont mis énormément à essayer de le canceller. Et puis, ça a été vraiment... Et là, il s'est prononcé, il y a des célèbres vidéos YouTube qui ont été faites, etc., etc. Donc, son apparition publique s'est fait un peu dans la polémique. Mais cette polémique-là était due pour lui à une volonté de défense des droits fondamentaux au Canada. Et c'est un peu ce qui va un peu marquer un peu l'ensemble de son itinéraire public. Parce que il va, oui, faire de la psychologie, mais en même temps, il va toujours faire un peu de politique. Et donc, puisqu'il va faire les deux, il va nécessairement peut-être, comment je pourrais dire, susciter de la part de son ordre professionnel une espèce de confusion des genres qui peut arriver parce que c'est pas tout le monde, oui, peut-être il lit très bien dans des podcasts, là, on voit qu'il parle de psychologie, puis après ça, on voit qu'il parle de politique, puis là, on est capable, si on a un peu d'éducation, de faire la distinction. Mais on peut comprendre aussi que c'est pas nécessairement le cas de tout le monde, puis là, des gens, ils voient ça, puis là, ils mélangent tout, puis là, ils font la confusion entre les différents ordres. Et là, on peut comprendre que certains peuvent être scandalisés par certaines de ses prises de position. Mais c'est justement ça le nœud du débat actuel dans sa bataille contre le Collège des psychologues de l'Ontario, qui est de savoir, est-ce que oui ou non, ces prises de position polémiques font de lui un mauvais psychologue et nuisent à la réputation de l'ensemble de la profession de psychologue en Ontario et partout dans le monde. Ben, une des clips assez célèbres de lui qui résume bien un peu ça, on l'avait fait jouer, moi et Yann, il y a quelques semaines. C'était, il est sur un plateau de télé avec une femme qui l'interviewe, puis elle lui pose la question suivante. Je la paraphrase parce que je ne l'ai pas en tête précisément, là, mais elle lui dit en gros, est-ce que vous ne pensez pas que les propos que vous tenez, par exemple, sur les femmes peuvent offenser des gens? Et là, il se recule un peu dans son siège et il dit, ben oui, ça peut offenser des gens, mais au même titre que vous, en me posant cette question-là, vous risquez de m'offenser. Et vous faites bien de le faire parce que ce que vous faites, vous me posez une bonne question qui, je vous avoue, me met un peu sur la sellette, donc je dois vous trouver une réponse à ça. Mais si vous dites que vous ne devez pas offenser personne, donc vous n'allez jamais me poser cette question-là parce que vous risquez de me mettre en porte-à-faux, vous risquez de me mettre mal à l'aise, je risque de ne jamais revenir sur votre plateau de télé parce que je vais être offensé par le traitement que vous m'avez fait en tant qu'intervieweur, intervieweuse. Donc, il dit, quelle est la condition de possibilité d'une discussion en société? Ben, c'est un peu ça, c'est que si tu veux aller au fond des choses,
puis dire des informations pertinentes et pas juste des lieux communs puis des banalités du quotidien. Tu dois risquer d'offenser l'autre. Donc, quand je vais sur des plateaux de télé puis je me fais interviewer puis qu'on essaie de me prendre des quotes que j'ai dit il y a 2, 3 ans, 4 ans hors contexte, vous risquez de m'offenser parce que ça me dérange de me faire jouer dans mon travail comme ça. Puis, tu sais, bref, là, il explique toute sa patente puis à la fin, la fille est comme... là, c'est comme pas quoi dire, là, elle est comme carrément brisée par son argument. Puis, tu sais, je pense qu'il a raison. Là. Puis, tu sais, tu parlais de. Gotcha. C'est là qu'il va dire son gotcha. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment l'entrevue avec Kathy Griffin qu'il avait Exact, vu en Kathy Angleterre. Donc, oui, puis non, c'était une très bonne entrevue. Puis justement, l'intérêt, tout l'intérêt de l'entrevue, c'était le fait que les deux étaient, disons, en désaccord sur des points fondamentaux. Puis justement, ils pouvaient l'exprimer librement. Donc, oui, son right to not to be offended, là, il n'y a pas au Québec et au Canada de droit à ne pas être offensé. Parce que moi, je pourrais sortir demain matin puis commencer à censurer tout le monde parce que je suis offensé tout le temps. Non, au contraire, j'ai appris quand j'étais, on appelle ça la maturité, c'est-à-dire on apprend à faire la distinction entre mes désirs et le réel, puis on apprend qu'il y a des gens qui pensent pas ce que je pense, puis que je décide de trouver une façon de vivre psychologiquement avec cette pluralité d'idées qui ne sont pas les miennes. C'est un processus de maturité, donc on voit très bien pourquoi socialement, un psychologue est devenu aussi populaire parce que justement, je pense qu'une grande partie du problème est un problème de maturité psychologique. Il y a comme un bug dans la culture est plus capable d'apprendre aux individus à évoluer puis à grandir puis à devenir des personnalités bien établies, bien sûres d'elles-mêmes et capables. On est vraiment dans une culture infantilisante qui fait je pense que ces droits à ne pas être offensés, c'est une traduction juridique de ces problèmes de maturité d'une culture infantilisante. Là. Donc, c'est pour ça qu'il est très important, Jordan Peterson, parce que justement, il met l'accent sur cette dimension-là du problème, qui a, oui, des ramifications politiques, mais je pense qu'il touche quelque chose quand il parle de psychologie, parce qu'il y a vraiment, c'est une grosse partie du problème. Il parle beaucoup aussi de religion aussi, parce qu'il fait on pourrait dire de l'anthropologie, de la philosophie, on pourrait dire au niveau anthropologique. Puis, il met la religiosité à l'intérieur de ça en disant que, par exemple, la Bible, ou disons les grands mythes, il va beaucoup parler aussi des mythes religieux égyptiens, les dieux, Isis, Iris, machin. Il va toujours prendre cette dimension-là pour dire si ces mythes-là, si ces écrits-là sont là, puis ont été capables d'accompagner le développement de culture pendant des milliers d'années, ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui, non, on peut y croire ou non, mais il y a quelque chose de la psyché humaine qui se retrouve dans ce texte-là. Et donc, les interroger, ça peut nous apprendre énormément de choses sur ce qu'on est là. Et d'où ces cours sur la Bible, là, c'est un peu bizarre, mais je pense que les vidéos qui sont les plus vues là, sur YouTube, c'est des millions et des millions de personnes. Mais Ils parlent justement de cette dimension-là. Ça fait du sens beaucoup parce qu'à un moment donné, tu te dis, si on pense réellement à la quantité de secs qu'il y a dû avoir sur la planète dans notre histoire de l'humanité, ça doit être l'enfer, la quantité de décès qui s'est passé parce que c'est une façon un peu de contrôler, de diriger une population, le religieux. Mais les seuls écrits qui sont restés, les seuls écrits qu'on a réellement, c'est ceux qui ont passé l'épreuve du temps. Il y a toutes sortes de religions qui ont disparu au fil du temps parce que justement, ils étaient imparfaites pour obtenir le résultat désiré qui était une forme de contrôle de population. Donc, si on a réussi, puis contrôle de population, je ne le dis pas au sens péjoratif comme des fois certaines personnes vont le voir, c'est plus donner des balises du bien et du mal, comment on doit dealer avec les gens qui ont fait des bonnes choses, des mauvaises choses, comment on doit se comporter en société pour que cette société-là soit cohérente. Tu sais, on le dit souvent, je pense, c'est un petit bout du livre de Sapiens qui est intéressant. C'est quand on dit justement, il y a très peu d'animaux qui sont capables de construire une colonie, une civilisation réellement. Donc, d'avoir plusieurs individus qui ont un libre arbitre dans cette communauté-là. On parle du chimpanzé qui peut avoir 100, 120 personnes, ben pas personnes, mais 120 animaux à l'intérieur d'une communauté. Mais en haut de ça, ça devient difficile. Alors que les humains sont arrivés à construire des grandes villes, des grandes civilisations avec des codes de conduite. Mais les premiers codes de conduite n'étaient pas politiques, ils étaient d'abord et avant tout religieux.
Fait que de Oui, oui, fouiller c'est dans ça prend un lien avec ça vient aussi avec l'évolution des populations, disons je peux dire des civilisations, là, avec le développement de la science et tout ça, où est-ce qu'on apprend à définir quelles sont les véritables causes des choses. Bon, l'éclair, c'est pas au départ, on est là à dire bon, l'éclair, c'est tellement gros, bon, ça doit être ça le lien entre la divinité et là on crée un dieu, Zeus. Bon, avec le développement des civilisations, le raffinement puis la sophistication, ben là on arrive à trouver la cause prochaine, la cause qui est véritablement ce qui fait que l'éclair existe et ça n'est pas besoin d'intervention divine là. Donc, c'est le processus un peu de sophistication scientifique, c'est justement d'essayer d'enlever Dieu dans l'enlever l'intervention directe de Dieu derrière tous les phénomènes physiques. Je pense que ça a pris du temps, puis le problème, c'est peut-être justement qu'on est en train de faire une espèce de régression dans cette religiosité primitive-là. Et c'est pour ça que Peterson, lui, il va mettre l'accent là-dessus parce que c'est ce qui se rend compte. Là. Il dit, ben non, il y a véritablement une régression à ce niveau-là. Je sais pas si vous avez écouté son entrevue avec Éric Duhem, justement, là, durant les élections, Jordan Peterson. Justement, la première question qu'il pose, c'est ça revient avec mon livre, mais là, on va retourner au procès après, là, je vous promets. Mais c'est qu'il dit, il pose la question à Éric Duhem, il y a eu, en même temps qu'il y a eu une baisse de la religiosité dans les années 60, au même moment, il y a eu une hausse du nationalisme québécois. Donc lui, il dit, est-ce qu'il voyait un lien direct de cause à effet entre la chute du religieux d'un part et disons, la radicalisation nationaliste d'autre part. Puis là, bon, Éric Duhem passe sur des questions plus pragmatiques parce que c'était en élection, puis là, il voulait parler des vraies affaires. Mais il y a vraiment, pour moi, il y a un lien entre les deux. Là. Il y a un lien entre disons le religieux et le politique. Est-ce que véritablement le politique se déploie, comme on pourrait dire, dans un univers de sens qui est véritablement son lieu? Ou est-ce qu'on n'a pas du religieux qui se mélange à ça, puis ça, justement, ça nous bloque de différentes choses, comme on pourrait penser, justement, on parle des vaches sacrées, comme le système de santé et tout ça, ben, c'est des nouveaux dogmes sociaux. Ouais, mais pourquoi on a des dogmes sociaux? Il n'y a pas de dogmatique sociale. Je veux dire, on a des coups de renonciation, on a du plus et du moins dans toutes les politiques. Il faut justement essayer de trouver le bon milieu. Non, on va mettre des dogmes là-dedans, puis là, ça va bien aller. Non, il faut avoir une liberté par rapport aux politiques qui, justement, le fait qu'il n'y a pas de religieux, peut-être qu'il y a un transfert vers le politique, puis ça vient tout contaminer d'une certaine façon. Ben oui, puis tu sais, son analyse du religieux, puis on va venir à ton article dans quelques instants. Je pense que ça l'aide à analyser d'autres problématiques. Tu sais, au début, tu parlais de l'histoire des pronoms, puis du genre, puis tout ça. Mais un de ceux que j'ai entendu le mieux articuler cet argumentaire-là, c'était justement lui, parce qu'il partait un peu de la comparaison avec le religieux, puis il disait, écoutez, le droit de quelqu'un à s'identifier comme ce qu'il veut, ne s'accompagne pas d'un droit ou d'une obligation pour les autres à la reconnaissance. Et l'exemple qu'il donnait, il disait, c'est par exemple le pape, lui, s'identifie comme étant le vicaire du Christ sur terre. Mais si vous n'êtes pas catholique ou si vous n'êtes pas pratiquant, vous ne reconnaissez pas le pape comme étant le vicaire, ou si vous êtes protestant ou quoi que ce soit, au même titre que si vous êtes musulman, puis vous êtes dans une discussion, vous vous êtes interpellé par un pasteur, par exemple, ou par un curé. Le curé, lui, pour lui, il est un représentant de la religion catholique, bon, détenteur d'un certain savoir, etc. Mais si vous n'êtes pas catholique, pour vous, il représente un être humain comme les autres, là. Donc, vous comprenez que vous n'avez pas d'obligation comme individu à reconnaître la manière dont les autres s'identifient. Et là, plus vous allez dans des exemples extrêmes, plus ça devient évident. T'sais, si vous avez quelqu'un qui est dans une secte, par exemple, puis qui se revendique comme étant la réincarnation de Jésus-Christ, comme on voit dans plusieurs mouvements sectaires, ou qui s'identifie comme le gourou d'un certain groupe, mais si tu n'es pas dans le groupe, la personne n'est pas ton gourou. Tu n'as pas d'affaire à le reconnaître comme tel. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est le processus d'auto-identification. Vous pouvez vous identifier comme autre que ce que vous êtes de manière naturelle, puis vous pouvez vous prétendre ce que vous voulez en réalité, mais cette prétention-là ne s'accompagne pas d'une obligation pour les autres à reconnaître la dite prétention. En tout cas, vous ne pouvez pas les forcer à le faire. Les gens peuvent le faire par
par politesse, au même titre que, mettons, moi, si je ne suis pas pratiquant, puis il y a une dame qui arrive, on me dit, ah oui, elle, c'est sœur une telle, ben, je vais m'adresser à elle en l'appelant sœur une telle par respect, mais pas parce que je reconnais qu'elle fait partie, qu'elle est une représentante de Dieu, tu comprends? Mhm. C'est- Oui, oui. Mais il y a une version négative, mais il y a la version aussi positive. C'est-à-dire que des fois, il y a des moments où est-ce qu'une personne pourrait ne pas se, comment je pourrais dire, pourrait ne pas s'identifier correctement et j'ai le devoir de la reconnaître comme elle se ne reconnaît pas. Par exemple, si une personne décide qu'elle, pour X raison, décide qu'elle n'a pas de dignité humaine, ben là, je dirais obligé. C'est pas parce qu'elle pense qu'elle n'a pas de dignité humaine que moi, je ne dois pas la reconnaître comme étant une personne humaine avec des droits et machin. Donc, mais ça, c'est circonscrit. Là, on pourrait juste faire une petite distinction, c'est-à-dire, identifier autant on pourrait dire dans la portion subjective, mais il y a quand même l'objectivité de la personne qui a une dignité intrinsèque, machin, là. Mais ça, c'est juste une petite distinction. Et pour revenir au sujet de base, je Écoute, pense que ce qu'on... je Oui, vais partager juste pour partager aux Oui. auditeurs. Donc, c'était oui. l'article, et c'est celui-ci, Libre Média, Jordan Peterson devant la nouvelle Inquisition. Je vais juste lire un petit peu le début, ça nous met dans l'eau à la bouche. Jordan Peterson ne sait toujours pas s'il pourra conserver son titre de psychologue au Canada, refusant de se soumettre à la rééducation exigée par le Collège des psychologues de l'Ontario. Précision sur une affaire déterminante. Et là, je me souviens, puis les gens, vous irez lire l'article, je vous en ferai pas la lecture intégrale parce on veut vous garder l'intérêt d'y aller. Mais je me souviens que quand on a parlé de ça, justement, Peterson avait mis sur son compte Twitter que c'était surréaliste. Là. Le collège voulait voulait Donner des lui, formations. ouais, voulait lui assigner une espèce de coach de vie des réseaux sociaux qui allait lui apprendre comment gérer son compte Twitter et son compte Facebook. Mais c'est surréaliste, là, ce truc-là. Moi, Ben c'est oui, un puis on peut sujet... imaginer. Ouais, allez-y, Ouais. oui. Ouais, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que ce qu'on voit énormément, honnêtement, c'est l'instrumentalisation des ordres professionnels pour faire taire des gens. Le cas de Jordan Peterson est certainement le plus gros au Canada, mais à petite échelle, il y en a eu d'autres. Celui d'Anne Guérette à Radio X récemment est assez fascinant de ce côté-là. L'Ordre des architectes du Québec qui l'a convoqué devant syndic, des choses comme ça. Elle, qui lui proposait de tout simplement s'amender ou s'excuser ou de faire quelque chose. Donc, autrement dit, pas lui donner de sanction en l'échange d'une lettre ou quelque chose comme ça, qu'elle a refusé strictement de faire en disant qu'elle n'avait pas commis aucune erreur, puis de dire que j'ai pas d'affaire à faire de lettres de ce genre-là. Puis finalement, de ce qu'on comprend, c'est que l'Ordre des architectes s'est rétracté puis s'est même excusé à Anne Guérette parce qu'ils se sont rendus compte en grattant la plainte qu'il y avait eu, qui avait été utilisée par des adversaires politiques ou médiatiques dans ce cas-ci, pour vraiment faire taire la chroniqueuse. Mais ça, c'est autant Peterson que Anne Guérette, puis j'aurais des histoires à raconter de mon côté. On connaît Patrick les Provost. histoires, Patrick Provost, on connaît les histoires des gens qui se sont tenus debout puis qui ont dit « No fucking way, c'est pas vrai que je vais me taire à cause de l'ordre professionnel », des choses comme ça. On connaît aussi certaines histoires que ça a moins bien fini. On peut penser à Marc Lacroix, par exemple, de son côté, où est-ce qu'on a réussi à aller chercher des chefs d'accusation éventuellement. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ces ordres professionnels-là sont instrumentalisés et il y a toutes sortes d'histoires qu'on ne connaît pas également. Il y a des chroniqueurs que vous aimiez à la radio, à la télé à l'époque et vous ne savez plus ils sont où aujourd'hui, vous ne les voyez plus passer. Puis la raison pourquoi vous ne les voyez plus, c'est qu'ils se sont tannés de se battre. Il y a plein de bons mondes qui étaient dans les médias, puis ils ont arrêté de se battre tout simplement. Sont rentrés dans leur terre, ils se sont soumis à l'ordre professionnel puis ont arrêté de s'exprimer sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Puis ça, comme société, dans ma tête, c'est un gain, mais c'est pas un gain, mais une perte silencieuse. On ne connaît pas ces histoires-là. On connaît les histoires spectaculaires, mais dites-vous, il n'y a pas juste les histoires spectaculaires, il y a toutes sortes de petites histoires en arrière où est-ce qu'on a perdu des gens qui s'exprimaient publiquement puis qui avaient une qualité dans leur discours, mais qui ont été sanctionnés ou menacés de sanctions par leur ordre professionnel à cause de l'activisme politique d'adversaires politiques. Fait que c'est beaucoup plus important que ça ne l'air, ce qui se passe avec Peterson. C'est pas juste un show de boucan, cette affaire-là.
Ouais, non, exactement. Je pense que puis il y avait il y a pas une journaliste, mais une avocate qui est directrice de la Fondation canadienne de la Constitution, qui suit beaucoup le procès. Elle a été invitée aussi à témoigner là, pendant ce procès, cette révision judiciaire, là, parce que c'est Jordan Peterson qui a demandé à ce que la décision de l'Ordre des psychologues de l'Ontario soit révisée. Donc, il est allé voir une cour plus grande, qui est comme un peu la cour supérieure ici au Québec. Puis il a dit qu'éventuellement, si jamais il gagne pas, il allait peut-être aller jusqu'en Cour suprême. Donc là, on va voir véritablement la dimension que ça prend. Mais c'est clair qu'il y a un problème, il y a une instrumentalisation, il y a un risque d'instrumentalisation, certainement. Après, il faut voir au cas par cas qui est instrumentalisé, qui ne l'est pas, mais c'est clair qu'il y a une dérive, disons, plus globale. Je pense que ça s'insère dans un problème plus global qui est celui justement de la cancellation, mais qu'on appelle ça en français, c'est L'annulation, je pense. la culture de l'annulation, justement, qui est liée à ce problème de maturité dont on parlait tout à l'heure, ce droit de ne pas être offensé, qui crée une culture où est-ce que, justement, on essaie de faire en sorte que tout soit bien poli, tout bien, tous les échanges sur les lois, exactement. Et donc, on voit qu'il y a un problème fondamental et là, ça se déploie dans différentes dimensions de la société et le problème des ordres professionnels en est un, puisque justement, non seulement peut-être qu'ils sont instrumentalisés par le politique ou peut-être qu'eux-mêmes ont peur, c'est-à-dire que ont peur des représailles, un peu comme la culture woke instrumentalise ou fait des menaces auprès des grandes corporations pour qu'elles se soumettent à leur agenda et appeler au boycott, puis après ça, bon, machin. Un peu comme, je pense, pendant la pandémie, on a demandé on allait voir les annonceurs qui annonçaient à Radio X, on leur disait, bon, vous êtes, on allait voir le grand boss là, du groupe média qui possède Radio X, on disait, vous êtes, ne voyez-vous pas que vous êtes collaborateur de cette chaîne qui tue des gens, machin? C'était vraiment de l'inflation verbale aussi là, qui était employée. Et donc, par peur de ces représailles-là et d'être associé, c'est la culpabilité par association. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes propriétaire d'un média, vous êtes ou un ordre professionnel dans lequel s'insère cette personne-là, cet individu-là qui a telle opinion. Et là, on met de la pression sur eux. Et une fois que c'est fait 2-3 fois, ben là, c'est comme entrer dans la psyché collective. Et là, les gens commencent à s'auto-censurer parce que là, ils disent, bah, voici le pattern qui existe, machin. Moi, là, ça peut m'arriver et donc je vais prendre les devants et moi-même essayer de faire en sorte de mettre tout le monde au pas. Donc là, on est dans un deuxième stade, on pourrait dire, le deuxième stade de cette culture de l'annulation qui se déploie un peu partout. Et justement, d'où l'importance de dire un non. Un non qui revient, qui va peut-être nous faire revenir au premier stade, parce que je pense qu'on est vraiment sur une pente très glissante, puis il faut juste essayer de freiner le truc, là. Je suis un peu pessimiste à ce niveau-là, mais il faut avoir des grands combats comme ça de personnalités qui ont les moyens, un, financiers, deux, l'aura pour pouvoir faire contrepoids par rapport à ces organes de régulation et justement essayer de faire en sorte que la justice porte des bonnes décisions. Donc là, ça donne aussi un appel à la psyché collective, c'est-à-dire on va pouvoir faire jurisprudence. Si Peterson réussit à faire annuler cette campagne de rééducation contre lui, je pense que ça peut envoyer le signal que finalement les ordres ils ont eux des comptes à rendre aussi de l'autre côté et par rapport à la liberté d'expression et donc là ça va peut-être les appeler à mettre au moins un autre poids dans la balance parce que c'est pas le pouvoir de régulation des ordres professionnels en soi qui est remis en question, c'est le fait en fait c'est plutôt le droit à la vie privée et la vie citoyenne de l'ensemble des membres. Donc, c'est pas parce que je suis, je sais pas, un médecin ou je suis un avocat ou peu importe que je renonce à mon droit d'expression et à mon droit d'implication Exactement. citoyenne. Donc, Ouais, il y a une distinction à faire là-dessus. C'est un peu comme si on demandait à ces gens-là d'être. Il y a des métiers pour lesquels on exige un peu ça de manière implicite, par exemple militaire. C'est quelqu'un qui est militaire, bon, il reçoit des consignes assez strictes là, de pas, bon, publiquement, tu critiques pas le gouvernement, etc. Puis, bon, c'est des métiers
qu'on s'attend d'une espèce... C'est comme si on présume que... L'impartialité. C'est ça, puis tu es militaire 24 heures sur 24 parce que tu es susceptible d'être déployé, etc. Donc, tu ne dois pas être un activiste anti-gouvernement en même temps que tu es un militaire. Tu sais, je peux comprendre les motifs de ça, mais en même temps, ça doit être su et connu à la base. À l'embauche. À l'embauche. Donc, si tu es psychologue, si vous vous attendez à ce qu'un psychologue ou un avocat ou un architecte dans la société soit considéré comme un avocat, un architecte ou un psychologue 24 heures sur 24 et il doit renoncer pour ça à sa vie publique personnelle, dans le sens qu'il ne peut plus être chroniqueur et dire ce qu'il pense, il ne peut plus être interviewé dans une émission de télé et dire ce qu'il pense, et il doit à 100% du temps être dans la même disposition éthique et morale qu'il serait assis dans son cabinet d'architecte ou dans son cabinet de psychologue, ça doit être dit à l'embauche, là. Ça doit être dit dans la formation, dire écoutez, Mais ils n'ont pas le droit. vous avez envie d'être psychologue, sachez qu'à partir du jour où vous allez live, vous avez une licence, vous n'aurez plus le droit de dire et de faire X, Y chose, sinon on va vous révoquer la dite licence pour mauvaise conduite. Mais comme tu dis, ils ne peuvent pas le faire. C'est inconstitutionnel. C'est Donc, ça, s'il était écrit d'une manière générale dans la charte justement, ce serait inconstitutionnel. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Fait que là, mais ils espèrent qu'ils vont pouvoir appliquer ce principe non écrit lorsque ça va faire leur affaire. Donc, il y a un problème, là, c'est clair. Puis, je vais te donner un exemple. Des fois, il y a des impacts négatifs à ces politiques-là à l'intérieur des ordres professionnels qui ont des conséquences négatives aussi sur la société. Je donne l'exemple de mon côté. Les gens le savent, je fais de la chronique politique, je fais de la chronique économique. J'en fais un petit peu de la financière, mais si vous remarquez les sujets que je touche, là, c'est des sujets de surface quand je parle de finances. OK, comment tu gères tes dettes, comment tu gères un REER peut-être, CELI, je vais rester en surface, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas parler d'un produit spécifique. Je ne peux pas parler d'un fonds d'investissement. Je peux pas. Il y a une liste de choses que je ne peux pas faire. Cette liste-là est tellement complexe parce que j'ai une licence de conseiller en sécurité financière puis de représentant en épargne collective. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Je ne peux pas dire que je suis conseiller financier. Il faut que j'utilise ces deux termes-là très exacts. Alors que tout le monde dit de mon côté que je suis conseiller financier. Je n'ai pas le droit de dire que je suis actuaire. Je dis que je suis un actuaire de formation parce que je n'ai pas la licence d'actuaire, mais tout le monde le sait que j'ai étudié en actuariat et j'ai fait ça longtemps. Il y a toutes sortes de choses qui sont compliquées avec les ordres professionnels. Mais la perte nette du public, dans plusieurs cas, c'est qu'en bout de ligne, la finance, j'en parle pas beaucoup dans mes podcasts. Pourtant, c'est mon sujet d'expertise. C'est le sujet réellement où est-ce que si je décolle là-dessus, je peux apporter du bien à plusieurs personnes et je suis limité à des sujets très précis qui ne vont pas trop loin de mon côté pour ne pas faire la promotion de produits qui n'est pas adapté à la tolérance au risque d'un client puis toutes sortes de patentes. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que YouTube est rempli de non-experts avec pas de licence, qui donnent toutes sortes de conseils très louches en finance. Et eux autres ont la pleine liberté de parole. Tu es là, tu te dis, on se prive d'une expertise sur la coche parce qu'il y a trop de contraintes au niveau de l'ordre professionnel pour l'expression publique. Puis ça, c'est ce que je connais au niveau financier. Je suis persuadé que Peterson, de son côté, au niveau des psychologues, il y a des limitations aussi. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire en tant que psychologue, qui serait restreint à faire, alors que n'importe quel charlatan de pacotier peut dire tout et son contraire de l'autre côté. Il y a de la difficulté à même contrer ces discours-là. Moi, si j'arrive, puis j'ai des gens qui parlent de Bitcoin sans arrêt, par exemple, puis je veux commencer à aller parler de Bitcoin moi aussi, je suis pris pour faire un débat avec 4 paires de gants blancs puis des pleurs de bananes partout, tandis que la personne qui n'a pas de licence, qui ne connaît pas nécessairement ça, qui fait juste promoter quelque chose, ben lui, il peut faire ce qu'il veut. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, est-ce que le public gagne réellement à avoir autant de restrictions au niveau des ordres professionnels sur le discours public? Des fois, j'ai des doutes, honnêtement. C'est l'impact aussi d'une décision comme celle-là. Bon, là, on ne sait pas encore ce qui va arriver exactement, là. Mais l'impact de ça, c'est que si tu es un psychologue en Ontario ou au Canada, puis tu donnes un peu d'opinion, puis bon, tu aspires à avoir, je sais pas, un podcast, peu importe, ben là, tu te dis, OK, si on réussit à faire fermer, ou en tout cas à enlever la licence à un gros joueur comme ça, c'est sûr que moi, je ne ferais pas le poids, puis j'ai pas les moyens financiers que ce gars-là a pour se défendre, etc. Donc, lui, autrement dit, parce que je suis pas mal certain que d'un point de vue personnel, chez Jordan Peterson, il le dit lui-même, je pense que ça fait quand même un bout qu'il ne fait plus de thérapie Exact. clinique puis tout ça. Donc, en réalité, c'est une position de principe qu'il prend. Pourquoi?
pour le précédent que ça crée et pour les autres. Un peu comme la facilité s'arrêter, par exemple, pour Mike Ward, de donner 35 000 à... Tu sais, il avait l'argent. Là. Il aurait pu donner le 35 000 à l'Office des droits et libertés de je sais pas trop quoi, dans l'histoire avec le Jérémy Gabriel. C'était ça la facilité. Il a décidé d'aller jusqu'au bout parce qu'il se disait, ben là, je veux pas vivre dans un pays où une joke dans un truc d'humour peut t'amener en justice avec des condamnations, tu sais, d'abord financières, mais peut-être éventuellement, tu sais, criminelles ou quoi que ce soit. Donc là, moi, ce qui me surprend dans tout ça, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui publiquement appuient. Je comprends que vous vivez dans un système de peur, mais si ces personnes-là tombent, il y en a d'autres aussi qui vont tomber. Tu sais, vous avez fait une longue entrevue qui était animée par Jérôme avec Patrick Provost. Puis c'était ça aussi, tu te dis, mais bon, OK, il y a eu des gens qui ont signé pour lui au niveau des professeurs, puis il y a eu certains appuis. Mais normalement, je veux dire, si tu es un petit peu brillant, tu es professeur d'université, tu te dis, là, OK, c'est les vaccins, mais moi, regarde, moi, j'écris sur quoi, moi? J'écris sur telle affaire, telle affaire. Qui dit que dans 5 ans, 6 ans, ce que tu es en train de dire, ce ne sera pas le nouveau sujet à la mode pour les censeurs et que tu ne seras pas toi aussi censuré? C'est exactement le même débat qu'il y avait dans le temps avec la retrait de la licence de radio de Radio X. C'était, ouais, mais on s'en fout, c'est rien que les niaiseries que disent en ondes 3-4 animateurs, Jeff Fillion et compagnie. Ouais, mais à l'époque, il disait la liberté d'expression, c'est comme un oignon. Un oignon, quand t'enlèves une pleure, t'enlèves une autre pleure, au bout, il n'y a pas de noyau. Là. Il y a juste toujours de pleure, puis maintenant, il ne reste plus rien. Ben, c'est un peu ça. C'est que si tu commences à jouer là-dedans, tu parlais de pente glissante, ben, la pente, elle est très glissante. Là. Puis, tu sais, au regard de ce qui est en plus reproché, c'est un peu ridicule. On lui reproche, au fond, quoi? Un tweet sur la fille qui avait fait pas le summum, mais bref, une couverture de magazine où il avait dit non, moi je trouve pas ça beau, je sais pas trop quoi. Là, on avait dit c'est Il y a de une trop. grande liste de problèmes. Ouais, puis là, tu te dis, mais écoutez, est-ce que vous vous rendez compte? Là, on n'est plus dans des. Parce qu'au départ, ça commence toujours avec la même affaire. T'sais, on veut censurer des gens pour incitation à la haine, je sais pas moi, négation du crime contre l'humanité. Puis là, tout le monde, ose pas trop parler, même si tu es contre le principe, parce que tu te dis, j'ai pas envie de défendre des propos dégueulasses. Mais là, dans son cas, à lui, c'est un. En tout cas, j'ai pas vu l'entièreté de la liste de ce qui est reproché, mais c'est un peu des bagatelles, là, tout ça. Là. Ouais. On est dans l'hypersensibilité. Là. Ouais, puis ben, on est dans c'est qui s'exprime sur des sujets politiques. Donc le problème, le nœud du bon en cours là, par exemple, si vous voulez lire les débats, il y a justement la Christine Van Gain, vous pouvez la suivre là, sur Twitter, qui est avocate de la Fondation canadienne de la Constitution, qui est en temps réel là, vraiment a tweeté tout ce qui s'est dit en cours là. Donc vous pouvez aller suivre ça si jamais ça vous intéresse, le Télérama. Mais justement le point de litige puis de l'argumentaire, c'est justement de faire la distinction entre il faut que pour que disons l'ordre des psychologues de l'Ontario ou n'importe quel ordre professionnel puisse légiférer, il faut qu'il y ait un lien direct entre le tweet ou la prise de parole et la profession. Donc, c'est justement ce dont tu parlais, Yann. Je pense que quand tu parlais de pleure de banane, c'est justement dans ton ordre professionnel t'empêche de parler de certains sujets. Donc, c'est de ces sujets-là dont tous les professionnels doivent faire attention. Et donc, c'est sûr que la psychologie, ça peut être interprété en termes justement larges, là, parce qu'il y a très vaste. C'est très, très vaste. Donc, savoir comment identifier. Donc, identifier où est-ce que il y a eu est-ce que ce domaine-là, est-ce que ce tweet-là, par exemple, a un rapport à la psychologie? Et deux, est-ce que véritablement, parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée en psychologie et tout ça. Donc, véritablement, il y a beaucoup de choses, mais c'est principalement pour ce qui facilite un peu le travail de Peterson et de ses avocats, c'est que c'est surtout des tweets politiques qui lui sont reprochés. Par exemple, justement, par rapport on lui reproche d'avoir retweeté un tweet de Pierre Poilievre qui disait, je vais le lire c'est en anglais, là, c'est sûr, là, COVID has become the never-ending excuse of power-hungry authorities to replace our freedom with their control. Donc, en gros, la COVID est devenue l'excuse qui
termine jamais, justement pour un instrument de contrôle des gouvernements. Puis là, Peterson a retweeté ça en disant assez, c'est assez, plus de mandats, plus de mesures anti-COVID, il faut enlever les masques et les règlements idiots et recommencer avec nos vies comme ils étaient avant aujourd'hui. Donc, Il n'y ça, a c'est le genre absolument de aucune truc psychologie là-dedans. Là. Ben, en fait, c'est que oui, on peut interpréter ça en termes psychologiques, mais c'est clair que c'est pas. Si ça c'est de la psychologie, je veux dire, tout le monde est psychologue. C'est rendu là. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours en cours, c'est aller chercher la petite affaire qui bon. Donc, c'est ce genre de truc-là. Il a critiqué beaucoup Gérald Bott, là, qui a traité de con. Il était un peu fâché, là. Peterson. Des fois, c'est vrai que c'est tweets qui sont polémiques. Là. Ça, on peut le donner, mais c'est pas justement c'est pas avec les opinions ou les choses un peu comme Mike Ward, on peut discuter de la justesse ou du raffinement ou de la moralité de sa joke, mais c'est pas parce qu'une chose est immorale qu'elle doit être absolument illégale. Il y a un distinguo à faire entre les choses et on voit qu'avec cette nouvelle morale, cette nouvelle moralité, on est comme dans un stade où est-ce que là, on essaie d'utiliser la loi pour faire appliquer une morale par la coercition. Donc vraiment, on se retrouverait avec c'est le retour de la police de la moralité là, du 19e siècle. Tu trouves pas qu'il y a comme un paradoxe dans tout ça en tout cas, moi je trouve qu'il y a une ironie ou un paradoxe qui est assez fascinant dans tout ça, c'est que justement, moi j'ai été élevé, je veux dire, à l'école ou au secondaire ou au cégep, où on nous disait que les censeurs, c'était les conservateurs et les religieux, c'était tous des malades, ce monde-là. Ils voulaient faire interdire Elvis, ils voulaient empêcher les gens de mettre des bikinis, ils voulaient empêcher toutes sortes d'affaires. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de voir devant mes yeux le retour de ce truc-là, mais dans un scénario inversé où la contre-culture qui est à opprimer, c'est celui qui se dit conservateur ou qui se dit traditionnel, tout ça. C'est lui qui est devenu la figure qu'on doit opprimer parce que ça n'a pas de bon sens en 2023 penser telle affaire, ça n'a pas de bon sens avoir telle opinion, il faut faire taire ces gens-là. Et au nom de la censure, et maintenant en fait au nom du progrès. T'sais, avant, la censure était faite au nom du respect de la tradition, des normes, vous allez pervertir la société, etc. Ça a été dénoncé par les progressistes, entre guillemets, de l'époque. Mais aujourd'hui, maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, ils le réhabilitent la même mécanique, mais au nom du progrès. C'est-à-dire il faut chasser, il faut faire taire tous les dissidents qui se définissent. Mais il y a quelque chose, il y a comme quelque chose d'ironique là-dedans ou de paradoxal, et ils en sont pas conscients d'une certaine manière. Quand tu mets cet argument-là en face de gens qui sont pour ça, ils vont te répéter des conneries du genre pas de discussion avec l'extrême droite, ou genre on ne tolère pas l'intolérance, là, 3-4 clichés de même. Là. Mais au bout du compte, je veux dire, ils vont finir, moi, à mon avis, la conséquence que ça va avoir, c'est qu'ils vont finir par être détestés au même titre que les censeurs d'autrefois. Parce que ça leur plaise ou non, Jordan Peterson, il y en a des gens qui l'aiment. Là. Il y en a même beaucoup, beaucoup. Là. Vous vous attaquez à des figures populaires qui sont aimées par beaucoup, beaucoup, et étonnamment, des jeunes personnes. Là. C'est comme s'ils sont, de par leur censure, ils sont en train de créer comme une nouvelle génération de conservateurs au sens où lui il l'entend, là, c'est-à-dire non pas un conservatisme nécessairement social comme on pourrait l'entendre de manière négative, entre guillemets, mais un peu ce qu'il essayait de décliner dans son célèbre vidéo qui s'appelait Conservative Manifesto, là, où il explique les principes de ce que lui entend par le nouveau conservateur. En fait, ils sont en train de créer une deuxième révolution conservatrice. Là. C'est ça qu'ils font. Oui, puis ils l'ont créé, c'est eux qui l'ont créé, Peterson, de toute façon. Parce que c'est quand il s'est prononcé, ils ont essayé de le canceller sur C16, qui est devenu une figure internationale. Puis c'est pour ça qu'il a été invité à Cathy Griffin, c'est ça, Cathy Griffin? Cathy Newman, pardon. Cathy Griffin, ça c'est une autre. Mais en tout cas, Cathy Newman, puis là, c'est là qu'il a dit son gotcha, puis là, oh, you got me, you got me. Puis là, ça a fait un boom, puis après ça, tout le monde a commencé à regarder, puis a commencé à s'intéresser, puis bon, c'est faire un martyr, entre guillemets, c'est la même logique, là, c'est pointe, que ce soit pour l'aduler ou pour le condamner, lorsque une culture ou une masse de personnes pointe une personne, ben ça attire l'ensemble des gens qui le connaissaient pas à regarder. Et là, finalement, s'ils se reconnaissent, ben là, c'est là qu'on commence. Donc, c'est clair que il y a une question de forme et de fond. Là. C'est comme on dit, ah non, c'est comme si
les progressistes, entre guillemets, parce qu'ils étaient du côté du progrès, justement, et, et l'ensemble de l'émancipation et tout ça. C'est comme si ça les avait obnubilés et aveuglés et ils ne se rendaient pas compte qu'ils utilisaient des moyens qui étaient contraires à l'idéologie dont ils faisaient la promotion. Donc, parce qu'ils étaient progressistes, ils se sont sentis tellement purs, tellement parfaits, qu'ils n'avaient plus vu qu'ils sont du bon côté de l'histoire et n'ont même plus à se regarder eux-mêmes et de faire un examen critique par rapport à la manière dont ils vivent cette pureté et puis cette façon d'être du bon côté de l'histoire. Oui. Et ça crée l'illusion et un enchaînement de non-réflexion sur soi-même, puis bon, c'est un peu de l'immaturité, là, on y revient encore, mais c'est une façon de faire une introspection et de se regarder soi-même. Et là, justement, d'aveuglement en aveuglement, mais ils finissent par devenir exactement ce qu'ils condamnaient au départ. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là qui est en train d'émerger. Là. On dirait une version moderne de The Animal Farm. Là. Ceux qui ont lu George Orwell, exactement. The Animal Farm, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est les animaux qui se révèlent, qui se rebellent puis qui prennent le contrôle de la ferme pour finalement finir qu'il y en a un qui domine les autres puis ils reproduisent exactement la même situation qu'ils dénonçaient au départ. Bon, c'est un conte pour enfants, mais c'est ça pareil. Là. C'est des mauvais stratèges. C'est des très mauvais stratèges parce que la meilleure façon de créer un héros, peu importe le sujet, peu importe le domaine sportif, culturel, politique, si tu veux créer un héros, tu dois d'abord et avant tout lui mettre un grand adversaire et lui mettre aussi une montagne de problèmes à surmonter. Et le héros qui va émerger de ça, c'est celui qui va stand his ground. Il va se tenir debout. Il va mettre ses culottes. Tu sais, vous voyez les termes un peu? On a eu des petits, on a eu des grands héros au fil du temps. Mais je veux dire, ce qu'on est en train de créer avec Jordan Peterson, c'est un héros des temps modernes parce qu'on lui met un grand adversaire devant lui, on lui met une oppression gouvernementale, on lui met un défi où est-ce que 99% des gens vont s'écraser, mais on oublie que le gars a des moyens financiers, a une tribune, aime le marketing et est habile en marketing. Donc, tu as créé une montagne insurmontable de problèmes à un adversaire qui a tous les moyens en sa possession, tous les outils en sa possession pour le surmonter et de garder sa position et de rester ferme. Advenant une condamnation éventuellement des tribunaux, il va être un plus grand héros tout simplement. Là. Si ça se rend en Cour suprême, cette affaire-là, je veux dire, ses adversaires idéologiques à Peterson sont dans le trouble. Plus la montagne va être grosse, plus le héros va être grand, tout simplement, dans cette histoire-là. Puis, la réalité, c'est que le gars a suffisamment de moyens financiers pour toffer 15 ans en cours. Mais c'est la montagne qui crée le héros. C'est-à-dire que c'est pas juste. Il y a un lien, oui, un problème de stratégie de ses opposants qui lui mettent des bâtons dans les roues, puis justement, mais ça en met beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'il y en a un paquet de monde qui sont arrêtés par ça. Et lui, il a réussi, mais c'est comme, dans son cas en particulier, c'est comme si ce sont exactement ces obstacles-là qui, à chaque étape, lui ont permis d'émerger. Oui. Puis c'est l'obstacle, puis ça va avec sa philosophie de lui, là, la philosophie qu'il présente dans l'ensemble de ses livres et tout ça, c'est face the dragon. Mais là, c'est que le petit dragon, la petite obstacle qui est devant toi, c'est exactement ce que tu dois surmonter. Mais c'est pas comme si c'était oui, c'est un obstacle qui a des problèmes sociaux, qui engendre des problèmes sociaux, puis qui effraie la société, tout ça, on est d'accord. Mais en même temps, c'est que les problèmes existent. C'est une condition de l'existence. Pour lui, il dit la vie, c'est la souffrance. Donc, il faut embrasser la souffrance, et en embrassant la souffrance et en faisant face aux obstacles, qu'on devient ce qu'on est. Puis c'est comme si ce qu'il est, lui, aujourd'hui, comme personnalité mondialement reconnue, n'a été possible que parce qu'il a eu des obstacles auxquels il a fait face volontairement. Oui, absolument. Et donc là, c'en est un autre. C'en est un autre, puis c'en est un autre, puis c'en est un autre. Donc, éventuellement, ça peut finir au martyr, là, au véritable martyr. Il y a plein d'exemples. Je pense pas que ça va être son cas, mais il y a plein d'exemples dans le monde, dans l'histoire de martyrs qui, justement, par volonté de leurs idéaux. Mais justement, faut être
si on arrive au moment du martyre pour sa cause, c'est qu'on a accepté de faire face à l'ensemble des petits obstacles que tu as eus durant toute ta vie et tu es devenu martyr. OK, oui, peut-être tu es mort. Dans une vision individualiste, ça peut avoir l'air comme un problème, comment je pourrais dire, comme une fin plate pour la personne qui le suit, mais en même temps, on voit comment le martyr jusqu'à la mort même, c'est ce qui a le plus grand effet que dans la culture. On peut les multiplier, Socrate, on peut dire, il y en a, on veut en voilà des exemples dans l'histoire des personnes qui, parce qu'elles sont mortes pour leurs idéaux, on en parle encore 2000 ans plus tard. Donc, je pense que ça s'insère dans une cohérence globale, ce procès-là. Puis, je pense qu'il faut attirer l'attention des gens pour justement faire en sorte que tous les individus. Parce que j'en parle un petit peu dans l'article, ça s'insère aussi dans la vision de Solzhenitsyn, qui était le grand militant anti-communiste qui avait été dans des années dans le goulag, qui a écrit l'archipel du goulag. Et justement, sa vision, c'était ça, c'est qu'une société devient totalitaire si devient pas totalitaire par une espèce de coup d'État où est-ce que là, on impose à tout le monde. Non, ce sont des petits manques de courage individuels. C'est l'accumulation de l'ensemble des manques de courage pour dire la vérité quand on pense, puis d'être fidèle à sa conscience, de l'ensemble des individus d'une société qui, si on les additionne dans le temps, puis s'il y en a beaucoup trop, ça finit par là on est devenu dans une société complètement mensongère. Société du mensonge où est-ce que là on n'a même plus le droit de dire qu'on souffre. Et ça c'est l'exemple, le pire exemple, c'était celui-là, c'était pour les pays d'ex-Union soviétique, peut-être en Chine aujourd'hui, où est-ce que pourquoi tu souffres? T'as pas le droit de souffrir, t'es dans le paradis sur Terre. Qu'est-ce que vous faites là, les amis, à pleurer? Il n'y a pas de raison de pleurer. Si tu pleures, t'es coupable parce que c'est une forme de remise en question de l'utopie dans laquelle on vit. Là. Et ça va très loin, là, ce qu'il racontait là-dedans, ça allait très loin. Là. Il parle même à un moment donné de gens qui sont enfermés dans des goulags et qui même imaginez, là, vous êtes même dans une configuration où le gouvernement vous prend sans raison et vous fout dans un camp de concentration. Et il y avait des gens, il raconte ça dans le livre, qui sont autour de lui, qui justifiaient ce que le gouvernement avait fait, c'est qui s'auto-flagellaient en disant « Ouais, mais quand j'y repense, j'ai pas toujours été correct. » Puis, il en était au point où ils justifiaient le fait que leur propre gouvernement les a foutus dans un camp de travail. Il faut réaliser à quel point ça peut aller loin. Écoute. Puis juste avant de finir, parce que je trouvais ça vraiment bon ce qu'on venait de dire, mais des fois, il y a des petits exemples aussi dans notre vie. On parle de grands dossiers, grandes personnes, grands héros, grands martyrs, mais faites l'analyse des fois avec vos collègues de bureau. Vous êtes 30, 40 personnes sur un étage, ainsi de suite. Il y a une injustice qui s'opère. La configuration de base de l'humain est de se taire. Rares sont ceux qui vont se tenir debout. Rares sont les gens qui vont aller défendre autrui dans ces situations-là. Et remarquez qu'à chaque fois que vous voyez une de ces situations-là arriver, le niveau de surprise de la personne qui est l'intimidateur ou qui est la personne qui commet l'acte reprochable, si on veut, le niveau de surprise de la personne parle beaucoup sur le fait que la plupart des gens ont tendance à s'écraser. Et des héros, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, on les remarque. Et des fois, même, ces héros-là paraissent mal. Le fait de s'être levé, le fait d'avoir dit non, c'est injuste, souvent va amener des pertes monétaires, va amener des pertes d'emploi, va amener de temps en temps des conditions qui sont assez particulières d'une certaine façon. Mais le respect, ça se gagne comme ça. Les gens, même s'ils ne parlent pas, même s'ils jouent un peu aux hypocrites, ils font comme s'ils n'avaient rien vu. Il y a certaines personnes qui reconnaissent ce courage-là et ils vont avoir du respect pour les autres. Mais la configuration de base de l'humain n'est pas de se tenir debout. C'est-à-dire que c'est les deux éléments. Il y a l'aspect de la dimension sociale de l'homme puis la dimension individuelle. Donc, mais les deux doivent évoluer puis d'une manière à être intégrés par la personne. Donc là, par exemple, dans un cas où est-ce que justement la personne refuse pour elle-même de dire ce que sa conscience lui dit, de prendre la défense d'une réelle victime, c'est-à-dire là, son individualité, sa conscience, elle la restreint, elle la renferme. Et là, c'est le groupe qui est dans l'erreur qui prend la place. Et donc,
ça pour une culture. Je pense que le Québec en souffre de ça. C'est-à-dire que c'est des milliers, des millions d'individualités qui décident de se taire, qui décident de refuser leur individualité pour que le groupe prenne toute la place. Et donc, ils deviennent un peu des possédés. Ils sont plus, justement, ils sont pas émancipés. Ils sont possédés par l'esprit collectif et qui s'est substitué à leur individualité. Il y a un bon film là-dessus, justement, sur la beauté de la prise de défense un peu à contre-courant. C'est 12 hommes en colère. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a plusieurs versions, c'est un classique. Là. Justement, il commence. Puis on voit que, bon, finalement, ça finit bien. Donc, je pense que ça nous encourage. Je pense que ces deux éléments-là, c'est-à-dire que si on argumente, si on est dans la vérité, si on est transparent dans cette vérité-là, puis on exprime les raisons pour lesquelles on prend une décision ou une autre, il y a moyen, à moins qu'on soit dans une société totalement corrompue comme les sociétés communistes, il y a moyen de faire prévaloir la vérité d'une manière dans le dialogue et dans la présentation. Je pense qu'il y a quand même une volonté de l'homme d'être dans le vrai, là, dans le réel. Puis je pense qu'il y a un élément libérateur. Donc, et la deuxième partie, c'est vraiment Jordan Peterson lui-même, sa philosophie de ce qui peut-être si je prenne cette décision-là, il faut que j'aille contre une partie de mon étage de bureau, comme il disait. Peut-être que je vais avoir des problèmes, des pertes d'emploi, mais ça, si on regarde à court terme, et si on regarde à long terme, tu vas devenir un toi encore meilleur, un toi plus mature, un toi plus individuel, un toi plus libre, un toi plus émancipé. Donc, embrasser ce moi plus émancipé, peut-être que ça va m'amener à d'autres aventures, puis à vivre une vie moins plate, moins enfermée. Ouais, c'est la fameuse, je pense que c'est la fameuse phrase de Nietzsche qui est devenue un cliché, là, ce qui ne nous tue pas nous fortifie. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais écoutez, on renvoie les gens à l'article si vous voulez en savoir davantage. Je le répète, Libre Média, Jordan Peterson devant la Nouvelle Inquisition. Si vous voulez suivre d'ailleurs ce qu'écrit Francis, on remercie d'avoir été aujourd'hui avec nous. Donc, Francis Denis de Libre Média, vous pouvez voir ses articles là-dessus. Il y a ton livre, je répète le titre, Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne. On se promet de faire quelque chose là-dessus quand j'en aurai terminé totalement la lecture. Et sur ce, je remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute et je te remercie, Francis, d'avoir accepté de nous parler. Merci à vous deux, c'était un plaisir.